Ok, bah merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, pour me présenter, je suis chercheur au CIRED, comme Jean-Charles Urcade tout à l'heure, et Céline Guivarch hier, donc un laboratoire qui dépend notamment de l'école Les Ponts et Chaussées d'AgroParisTech, du CNRS, de l'EHESS et du CIRAD, et dans lequel on travaille sur tout ce qui est les questions économiques et politiques liées au climat. Et moi, j'aimerais vous parler rapidement de la question des villes, alors la question des villes, de l'urbanisme et des bâtiments. Et simplement, peut-être, par rapport aux présentations d'avant, je vais essayer de prendre un point de vue un peu global, enfin de vous présenter un peu ce qui se fait dans le monde, tout simplement parce que ce qu'on voit en France, on le voit de manière assez similaire dans beaucoup d'autres endroits, et étant donné que la question des émissions de gaz à effet de serre, c'est une question mondiale, je trouvais ça intéressant de vous donner une vision un peu comme ça globale. Alors déjà, la première chose, c'est pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'intéresser de regarder les villes, simplement parce que vous savez peut-être, mais aujourd'hui, il y a plus de la moitié de la population mondiale qui vit en ville. Alors bien sûr, c'est des chiffres à prendre avec des pincettes, c'est très compliqué de définir ce que c'est qu'un urbain ou un rural dans le monde, la définition n'est pas la même suivant les pays, etc. Mais disons que grosso modo, la tendance est là. Et on a passé depuis les années, on estime depuis les années 2010, voilà, la limite de 50%, et surtout, cette tendance continue de s'accroître et la population urbaine augmente énormément dans le monde. L'autre point, c'est que si plus de la moitié de la population mondiale vit en ville, les villes, on estime qu'elles sont responsables d'entre les 2/3 et les 3/4 des consommations d'énergie mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que lorsque quelqu'un vit en ville, de manière globale dans le monde, il consomme beaucoup plus d'énergie que lorsqu'il vit à la campagne. C'est surtout vrai dans les pays en développement, parce que dans un pays en développement, lorsqu'on vit en ville, on a accès à plus d'infrastructures. En général, on gagne mieux sa vie, on a accès à plus de choses qui consomment de l'énergie. Et du coup, les villes sont vraiment responsables d'une part extrêmement importante des consommations d'énergie, ce qui fait que, et qui va être le point important ici, les autorités urbaines, que ce soit les municipalités ou autres, ont la main directe sur une très grosse partie des émissions mondiales. En fait, il faut voir que les autorités urbaines jouent un rôle très important pour tout ce qui concerne, par exemple, la sensibilisation de leurs habitants. Elles peuvent jouer un rôle très important pour tout ce qui concerne les changements de mode de vie. Et bien sûr, elles jouent aussi un rôle très important pour tout ce qui concerne les infrastructures, et dont on va le voir, infrastructures qui sont vraiment déterminantes pour les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre. Dernier point aussi là-dessus, je vous ai dit qu'en moyenne dans le monde, lorsqu'on vit en ville, on consomme plus d'énergie que lorsqu'on est à la campagne. Ça, c'est vrai dans les pays en développement, qui représentent l'essentiel de la population mondiale. Lorsqu'on est dans un pays développé, c'est plutôt l'inverse. On a plutôt tendance à consommer moins d'énergie lorsqu'on est en ville que lorsqu'on est à la campagne, notamment à cause de questions de transport. L'autre point aussi, c'est que si les villes sont très importantes pour tout ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, les villes sont aussi des lieux fondamentaux dès qu'on s'intéresse à la vulnérabilité qu'on va avoir aux impacts futurs du changement climatique. Il faut bien voir que les surfaces urbaines dans le monde, c'est tout petit. C'est moins d'1% de la surface du globe. Donc il faut imaginer qu'il y a plus de la moitié de la population mondiale qui se concentre comme ça dans 1% de la surface de la planète. Et du coup, cette concentration amène à une grande vulnérabilité par rapport à tout un tas de problèmes environnementaux, dont tout un tas de problèmes environnementaux que le changement climatique peut causer. Par exemple, les villes sont particulièrement sensibles au phénomène de canicule. Alors, c'est quelque chose sur lequel on va revenir. Vous savez peut-être qu'il y a un microclimat lorsqu'on est en ville qui s'appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain, qui fait que les températures elles sont beaucoup plus élevées qu'à la campagne et, disons, en passant les détails, qui font notamment que les canicules sont beaucoup plus dangereuses. Les villes sont aussi des endroits de forte vulnérabilité par rapport aux inondations. Les inondations, c'est surtout dangereux lorsque vous avez une grande concentration de gens. Les villes sont aussi des endroits particulièrement sensibles aux questions de propagation des maladies, aux questions de pollution de l'air, aux questions d'accès à l'eau, aux questions de glissement de terrain, etc., etc. Un autre point aussi qui est assez important, c'est que, donc, comme je vous l'ai dit, la population urbaine dans le monde est en pleine croissance. Quelque chose qui est assez marquant là-dedans, c'est lorsqu'on s'intéresse aux chiffres absolus. Donc là, sur ce graphique, vous avez les mêmes chiffres que ce que je vous ai présenté juste avant, c'est-à-dire la croissance de la population urbaine mondiale, c'est les chiffres des Nations Unies. Donc vous voyez un petit histogramme qui vous présente en violet la population urbaine dans les pays développés, donc qui est à peu près stable, et surtout en bleu la population urbaine dans les pays en développement, qui est en pleine explosion. Et en fait, si vous regardez un peu ce que veulent dire ces chiffres-là, ils signifient qu'aujourd'hui, en moyenne dans le monde, tous les jours, il y a environ 200 000 citadins de plus. Ou encore, si on fait une moyenne,
toutes les semaines, ça veut dire qu'il y a l'équivalent de l'agglomération lyonnaise en plus qui est construite, ou encore, tous les 2 mois, il y a l'équivalent de l'ensemble d'Île-de-France qui est construite. D'accord ? Donc, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la question de la gestion des villes est extrêmement différente suivant les pays, et notamment suivant que l'on est dans un pays développé ou dans un pays en développement. Pour faire simple, dans les pays en développement, la question qui se pose, c'est une urbanisation massive. Et la question, c'est comment est-ce qu'on construit ces nouvelles villes ? Dans les pays développés, par contre, la question qui se pose, c'est OK, les villes sont plutôt déjà construites, et comment on fait pour adapter l'existant ? Alors, adapter l'existant, ça peut être plutôt plus compliqué que de décider comment quelque chose de nouveau est construit. À l'inverse, dans beaucoup de pays en développement, la grosse difficulté, c'est des questions de gouvernance qui font que même si en théorie, c'est plutôt plus simple d'adapter quelque chose qu'on est en train de construire, la gouvernance ne se passe pas forcément très bien et les moyens économiques sont plus limités. Bon, un autre petit point là-dessus aussi, souvent quand on pense à la croissance urbaine, on imagine des mégalopoles, des très grandes villes. Il faut voir que ça, ce n'est pas du tout représentatif de la majorité des cas. Ici, sur ce graphique, vous avez représenté, pareil, en fonction de l'évolution du temps, la répartition de la population mondiale entre, en jaune, les zones rurales, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure, et surtout au-dessus, les villes suivant leur taille. Donc là, c'est les chiffres passés et aussi des prévisions jusqu'aux années 2050. Vous voyez, lorsque c'est en rouge, c'est les villes de moins de 100 000 habitants. En rouge foncé, les villes de moins d'1 million d'habitants, etc., etc. Et le point fondamental ici, c'est que aujourd'hui, et d'après les projections, ce sera a priori la même chose dans les années 2050, plus des 2/3 des habitants urbains de la planète vivent dans des villes de moins de 1 million d'habitants. C'est-à-dire que lorsqu'on pense à un habitant urbain, l'habitant représentatif, c'est un habitant dans une ville plutôt petite ou moyenne. Ok, alors maintenant, je vais juste faire un petit focus très rapide sur les questions de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments d'une part et dans les transports d'autre part. Alors, tout d'abord, les bâtiments. Alors, si je prends les chiffres de 2014, ça représente 31%, donc un petit peu moins d'un tiers, des consommations d'énergie mondiale. Ce qui correspond à 23% des émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie. Donc, c'est quelque chose qui est relativement important. Quand je dis émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie, c'est-à-dire que ce sont juste des émissions de gaz à effet de serre dues à la consommation d'énergie fossile, c'est-à-dire qu'on exclut de ce chiffre tout ce qui concerne la déforestation et l'agriculture. Le point fondamental lorsqu'on s'intéresse aux questions de consommation d'énergie dans les bâtiments, c'est que, quelque part, en théorie, le problème est simple. Tout simplement parce qu'on a déjà à l'heure actuelle des technologies qui permettent de réduire très fortement ces émissions. Par exemple, si on fait des scénarios relativement frustres, si jamais on suppose le même niveau de consommation d'énergie qu'aujourd'hui, jusqu'aux années 2050, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un doublement ou un triplement des consommations d'énergie liées au logement. Mais si jamais on suppose que tout le monde adopte les technologies existantes et qui permettent d'avoir des logements plutôt bien isolés dans le monde à l'heure actuelle, avec la même augmentation de population, avec la même augmentation du niveau de développement des pays, on peut plutôt avoir une stabilisation, voire une diminution des consommations d'énergie totale, d'énergie dans les bâtiments. Et par exemple, il y avait un papier qui était sorti en 2018 qui regardait ce qu'il faudrait faire dans les bâtiments au niveau mondial pour être compatible avec un réchauffement d'1,5 degré. Cela signifierait tout d'abord que dans l'ensemble des nouveaux bâtiments construits dans le monde, d'avoir des bâtiments avec de hauts standards de consommation énergétique, et pour les bâtiments existants, de passer à des rythmes de rénovation d'environ 5% des bâtiments existants mondiaux, alors que si on prend les chiffres actuels en moyenne dans le monde, on est plutôt aux alentours de 1%. Mais si vous voulez, l'idée fondamentale derrière, c'est que c'est un domaine de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans lesquelles les technologies existent. Simplement, toutes les difficultés qui se posent sont des questions de barrières. Et par exemple, si on prend la situation française, ce que vous avez présenté, Céline Guivarch, vous voyez que les politiques d'incitation à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments ne fonctionnent pas forcément très bien parce qu'il y a tout un tas de problèmes organisationnels, etc., qui se posent et que c'est vraiment là que se situent les questions. Mais par contre, au niveau technologique, il n'y a pas besoin de chercher des solutions miracles. C'est des choses qu'on a plus ou moins déjà. Un autre petit point aussi là-dessus, il faut voir aussi que les consommations d'énergie dans les bâtiments, c'est un domaine dans lequel il y a une rétroaction qui est particulièrement visible avec les impacts que le changement climatique va avoir. C'est-à-dire que c'est un domaine dans lequel le changement climatique lui-même joue un rôle sur combien on va émettre de gaz à effet de serre dans le futur.
Tout simplement parce que s'il fait plus chaud, on peut avoir tendance à moins se chauffer, donc à moins utiliser d'énergie pour le chauffage ou pour l'eau chaude, mais qu'à l'inverse, lorsqu'il fait plus chaud, de manière évidente, on peut avoir recours à de la climatisation, ce qui augmente la consommation d'énergie. Alors, par exemple, là, vous avez des cartes d'une étude de cette année, présentant en bleu les zones dans lesquelles on projette qu'il y aura plutôt, dans un scénario médian d'émissions de gaz à effet de serre, des baisses de demande en énergie grâce au changement climatique, et en rouge, des zones dans lesquelles on anticipe qu'il y aura plutôt une hausse des consommations d'énergie. Voilà, après, quelque part, ça rend le problème plutôt plus compliqué, parce que, étant donné qu'on ne sait pas encore exactement quel sera le changement climatique futur, vu que ça dépend de combien de gaz à effet de serre on va émettre, ça rend aussi plus compliqué le choix des technologies ou le choix des types de politiques à mettre en place. En ce qui concerne les transports, maintenant, alors je ne vais pas m'attarder beaucoup, vous avez eu une présentation entière là-dessus, mais si je prends un peu un point de vue mondial, donc les transports dans le monde, en 2014, c'était à peu près 30% aussi des consommations d'énergie mondiale, 23% des émissions liées à l'énergie, et surtout les transports, il y a des transports à longue distance, des transports à courte distance, on estime qu'il y a environ 40% des émissions liées au transport qui concernent les déplacements à courte distance dans le monde. Alors, effectivement, le problème avec les émissions liées au transport, c'est que c'est un secteur qui est extrêmement difficile à décarboner. En fait, lorsqu'on regarde, jusqu'à aujourd'hui, c'est le secteur dans lequel les émissions croissent le plus vite, loin devant la production d'énergie, par exemple, pour tout un tas de raisons qui ont été notamment présentées dans la présentation, pas la précédente, mais celle juste avant. Alors après, étant donné que je suis quelqu'un de plutôt optimiste, je vais vous présenter plutôt des choses un peu positives, parce qu'il y a quand même des changements qui sont en train de se produire. Après, la question, comme pour les bâtiments, c'est est-ce que ces changements se produisent suffisamment vite ou pas? Et à l'heure actuelle, ce n'est pas encore le cas, mais en tout cas, il y a quand même des pistes, des choses qui se font. Donc tout d'abord, lorsqu'on regarde dans le monde, il y a une croissance très importante de l'utilisation et de la vente de véhicules électriques, que ce soit des voitures électriques ou des vélos électriques, ou que ce soit l'utilisation de transports en commun qui se meuvent grâce à l'électricité. Il y a aussi le développement de tout un tas de technologies qui peuvent faciliter l'utilisation de ce type de véhicules. Alors, c'est des choses de plus long terme, mais par exemple, il y a des personnes qui estiment que les voitures autonomes peuvent permettre de faciliter l'utilisation de véhicules électriques. Voilà, en tout cas, il y a des recherches là-dessus. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de villes dans le monde, et notamment dans les pays en développement, là où les villes sont en train de se construire, qui mettent en place des politiques d'urbanisme qui permettent de maximiser l'utilisation des transports en commun et de maximiser l'utilisation de la marche ou du vélo, des modes doux, et de faire baisser la consommation, l'utilisation de la voiture. Alors, un exemple parmi d'autres, là vous avez des chiffres pour la ville de Pékin, en Chine. Vous voyez au fur et à mesure du temps l'utilisation en rouge des véhicules particuliers, des voitures, et en bleu, en pointillé, l'utilisation des transports en commun. En fait, le point important là-dessus, c'est que si vous voulez, au début, jusqu'aux années 2010, avec la croissance économique, les voitures étaient de plus en plus utilisées par les habitants de la ville. La ville s'est ensuite mise à développer des politiques très actives de développement des transports en commun, et le point important, c'est que ça a permis de faire réduire l'utilisation de la voiture. C'est-à-dire que très souvent, une question qui se pose au niveau des émissions de gaz à effet de serre, c'est la question du découplage entre croissance économique et réduction des émissions. Dans ce cas-ci, dans le cas des questions de transport, c'est des choses qu'on observe, avec des villes pour lesquelles l'économie croît, mais dans lesquelles l'utilisation de la voiture diminue. Un point très important lorsqu'on s'intéresse à ça, c'est la manière dont les villes sont construites, et notamment la forme d'urbanisme mise en place. Donc là, vous avez une comparaison qui est assez célèbre entre deux villes qui se situent toutes les deux dans des pays développés et qui ont à peu près la même population, à savoir Atlanta et Barcelone. Et en fait, si vous voulez, ces deux villes qui, pour tout un tas de raisons historiques ou culturelles, n'ont pas du tout été construites avec la même densité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on regarde, les émissions de gaz à effet de serre à Barcelone sont beaucoup plus faibles, les émissions liées au déplacement, que celles à Atlanta. Et tout simplement parce que, étant donné que la ville est plus dense, les gens se déplacent beaucoup moins, et qu'étant donné que la ville est plus dense, c'est beaucoup plus simple de mettre en place un système de transport en commun efficace. Alors, il y a beaucoup de recherches à l'heure actuelle sur ces questions d'urbanisme et de densité. En fait, un point qui est très important là-dessus, c'est que, si vous voulez, autant le fait de faire des villes denses joue un rôle très important de facilitateur de la mise en place de politiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, autant ça peut aussi jouer des rôles plus ou moins positifs sur d'autres enjeux. Donc, un exemple typique par rapport à ça,
Je vous parlais tout à l'heure du phénomène d'îlot de chaleur urbain qui est en ville, qui fait que les températures elles sont plus élevées qu'à la campagne et qui jouent un rôle très aggravateur des canicules. Là, vous avez un exemple de carte de relevé de température à Paris pendant la canicule de 2003. Vous voyez clairement que les températures dans le centre de Paris étaient de l'ordre de 7 degrés de plus qu'à la campagne en Seine-et-Marne. Et en fait, si vous voulez, ce phénomène-là est d'autant plus important que les villes sont denses, ce qui constitue un objectif plus ou moins opposé à ce qu'il y avait juste avant. En fait, lorsqu'on regarde les choses en pratique, bien sûr, il y a moyen de faire des villes qui sont adaptées aux deux questions. Simplement, le point important ici, c'est que dès que l'on s'intéresse à des politiques d'aménagement urbain, sont des politiques qui influent sur énormément de problèmes, notamment énormément de problèmes environnementaux, et qu'il faut toujours faire très attention de prendre en compte l'ensemble de ces problèmes. Dernier point là-dessus, il faut voir aussi que je vous ai dit que beaucoup de villes mettaient en place des politiques pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Une des grandes raisons derrière cela, c'est qu'en fait, en général, lorsqu'on est en ville, réduire ses émissions de gaz à effet de serre, cela amène à plein de co-bénéfices positifs. C'est-à-dire que souvent, on a l'idée des pays dans lesquels réduire ses émissions, c'est plutôt compliqué, on se dit que ça peut nuire à l'économie, enfin voilà, les pays sont plutôt réticents à le faire. À l'échelle des villes, c'est très différent, parce que très souvent, réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça amène à des conséquences qui sont positives pour la qualité de vie des habitants, pour l'attractivité de la ville, au niveau économique, etc. etc. Par exemple, mettre en place des transports en commun ou développer les vélos, développer le transport en vélo, ça permet de réduire la congestion dans la ville. Ici, sur cette photo, vous avez la place prise pour transporter le même nombre de personnes, suivant qu'ils sont en voiture, c'est la photo du milieu, en vélo à gauche ou dans un bus à droite. De la même manière, réduire les émissions de gaz à effet de serre en ville permet aussi très souvent de réduire les questions de pollution de l'air, que ce soit la pollution de l'air extérieur ou les pollutions de l'air intérieur. Alors la pollution de l'air intérieur, c'est quelque chose qui est surtout très important dans les villes de pays en développement, dans lesquelles il faut imaginer que beaucoup de personnes se chauffent, cuisinent ou font de l'eau chaude avec des poêles à bois, à charbon ou à paraffine qui provoquent énormément de problèmes sur la santé. Là, je vous ai mis une photo à droite d'un projet à Kailicha, au Cap, en Afrique du Sud, dans lequel le développement simplement de chauffe-eau thermique, donc des choses qui coûtent vraiment pas très cher, était positive pour les habitants, pour les émissions et aussi pour leur vie. Voilà, juste pour 2 points pour finir là-dessus. Premier point, le fait que ces politiques soient positives pour la ville, ça fait que lorsqu'on regarde dans le monde, beaucoup de villes mettent en place des politiques pour réduire leurs émissions, même si elles n'y sont pas obligées. Là, par exemple, vous avez une carte. C'est un travail qui avait été fait en 2018, dans lequel il avait été recensé en Europe. On avait examiné beaucoup de villes, c'est tous les points qui sont représentés en noir ou en coloré, et on avait regardé à chaque fois est-ce que des plans pour réduire les émissions de gaz à effet de serre étaient mis en place ou pas. Et vous voyez, l'ensemble des villes qui sont représentées par des points colorés sont des villes dans lesquelles des plans avaient été mis en place. Alors, en France ou en Angleterre, c'est obligatoire. Donc voilà, c'est normal que des villes en mettent en place. Par contre, si vous prenez en Allemagne, en Espagne, en Italie, enfin dans tous les autres pays, les villes l'avaient fait, bien qu'elle n'ait pas d'obligation nationale de le faire. Vous avez la même chose aux États-Unis. Ça, c'est une étude qui était parue aussi en 2018. Chacun des ronds jaunes ici représente des villes qui ont mis en place des plans pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, alors que, disons que sous le gouvernement Trump, il n'y a pas d'incitation nationale à le faire. Dernier point avant de conclure, et je ne vais pas du tout m'attarder là-dessus, c'est que de la même manière que je vous ai dit que beaucoup de politiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en ville ont de fortes interactions avec d'autres enjeux environnementaux, notamment la question de la vulnérabilité face aux impacts du changement climatique, mais aussi, même si je n'en ai pas parlé, des questions de biodiversité, par exemple, et de limitation de l'artificialisation des terres agricoles. Il faut voir que ce qui fait une des grandes difficultés de la mise en œuvre pratique de politiques environnementales en ville, c'est que ça a aussi des liens très profonds avec des questions sociales. Alors, il y a beaucoup d'exemples, que ce soit pour des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou que ce soit pour des politiques d'adaptation aux impacts futurs que le changement climatique peut avoir. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, voilà. Mais en conclusion, donc, voilà, les points, un petit résumé. Donc, les villes représentent de l'ordre des 2/3 ou des 3/4 des émissions mondiales liées à l'énergie. Il y a un développement massif des villes dans les pays en développement, ce qui amène à ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire que c'est vraiment là-bas, c'est vraiment en ce moment dans ces pays que l'on peut agir pour savoir à quoi vont ressembler les villes dans le futur. Réduire les émissions en ville a beaucoup d'interactions avec d'autres questions environnementales et des questions sociales. Voilà, et peut-être pour finir, juste
petite illustration de ce que veut dire une ville étalée ou une ville dense entre Hong Kong et la banlieue de Sydney. Merci. Merci beaucoup.